Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire quelques petits problèmes en Python, enfin pour résoudre plutôt quelques problèmes en Python. Nous on cause pas de problème, nous on les résout, nous on est des justiciers. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que du coup on va avoir quelques petits problèmes à résoudre en Python. Donc ça c'est pas mal en fait pour pouvoir pratiquer l'algorithmie, les structures de données et même la programmation en elle-même, même si bon, la programmation en fait en réalité en elle-même n'est pas si compliquée que ça. Ce qui est vraiment important en fait, c'est de savoir résoudre les problèmes, de trouver comment vraiment réussir à trouver la bonne solution pour un problème, et ensuite réussir à implémenter ça. Ensuite le reste, le langage en lui-même en fait c'est juste utiliser de la syntaxe en fait, juste on va dire ouais, traduire la solution à notre problème. Donc c'est pas en réalité le plus délicat. Ça peut l'être évidemment quand on débute, c'est tout à fait normal puisqu'on connaît pas la syntaxe, on connaît pas les paradigmes aussi et les règles qu'il y a à respecter dans le langage de programmation. On peut ne pas savoir aussi certaines règles, certaines propriétés. Je sais pas, un exemple par exemple, moi je me souviens j'avais du mal au début à comprendre le truc de la notion d'index dans les listes, notamment que ça commence à l'index 0, enfin à l'indice 0. Voilà, donc ça si on le sait pas au début, c'est sûr que ça peut poser un peu de problème, mais ensuite c'est pas vraiment ça qui va être vraiment délicat, ça va être plutôt le problème en lui-même en fait qu'il va falloir réussir à résoudre. Donc aujourd'hui du coup on va faire plusieurs petits problèmes. Donc j'ai essayé de faire des problèmes en fait où la difficulté est graduelle, donc c'est à dire qu'on va commencer par des problèmes qui sont plutôt faciles et ensuite on va augmenter la difficulté au fur et à mesure. Évidemment la difficulté est généralement relative à chacun, donc peut-être que certains problèmes vous les trouverez plus faciles que d'autres en fait. Bon, ce n'est pas super grave, s'il y en a que vous trouvez dur, ce n'est pas grave non plus. Le tout c'est d'essayer de trouver en fait à avoir au moins des pistes, tout ça, et essayer de bien comprendre du coup la solution. Alors du coup sans plus attendre, on va commencer tout de suite et on va commencer avec le premier problème en fait qui est un problème sur les suites arithmétiques. Voilà, donc c'est un peu un truc, un petit problème on va dire mathématique, mais du coup il va falloir chercher un petit peu comment faire en fait ceci en programmation. Donc ce problème en fait vient à la base de Geeks for Geeks, donc c'est un petit site web en fait qui propose plein de problèmes, tout ça en anglais pour pouvoir s'améliorer en programmation. Je sais plus s'il y a les solutions, j'ai jamais regardé en fait, j'y suis allé un petit peu mais j'ai jamais fait attention s'il y avait les solutions qui étaient proposées. Enfin bref, aujourd'hui je vais vous proposer des solutions avec une explication en français. Donc du coup on a voici le problème qui est posé. Donc à partir des deux premiers termes A1 et A2 d'une suite arithmétique, donnez le nème terme de la suite. Exemple, donc on a en entrée A1 qui vaut 2 et A2 qui vaut 3 et on veut n égale à 4, enfin le quatrième terme de la suite. Et du coup ça va nous sortir 5, pourquoi? Parce qu'en fait la suite c'est 2, 3, 4, 5, 6 et donc le quatrième terme c'est 5. Donc du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la fonction n terme qui prend en paramètre A1, A2 et n et retourne le nème terme de la suite qui a A1 et A2 en premier et deuxième terme. Voilà, donc problème venant à la base de Geeks for Geeks comme je vous avais dit. Donc les suites arithmétiques, je pense que vous savez rapidement ce que c'est. Donc c'est une suite, généralement une suite de réels en fait, donc une suite de nombres quoi, dans laquelle chaque terme permet de déduire le suivant en ajoutant une constante qu'on appelle, merde sur quoi j'ai cliqué, qu'on ajoute une constante en ajoutant une constante appelée raison. Voilà, donc ces définitions peuvent se créer sous la forme d'une relation de récurrence, un plus 1 est égal à un plus r. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, en fait voilà, faut essayer d'un peu comprendre ceci, mais c'est pas super compliqué. Ok, donc du coup qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une fonction qui va nous renvoyer le nème terme? Alors déjà vous pouvez voir que ça prend en paramètres 1 et A2 et n, donc du coup on ne connaît pas la raison de notre suite, et ça mine de rien c'est un peu embêtant, parce que ça devient tout de suite un peu plus délicat pour calculer. Donc du coup faut qu'on se note que dans notre fonction il faut tout d'abord qu'on détermine la raison. Déterminer la raison de la suite. Ok. Donc, bon, si on ne sait pas encore faire ça, c'est pas grave. On sait déjà qu'il faut faire ça. On ne sait pas comment le faire en détail, mais il faut le faire. Et ensuite, à partir de la raison, on doit réussir à trouver notre énième terme. On calcule notre énième terme. Et si possible, avec le moins de calculs possible. Vous voyez, si on doit faire comme nous on peut faire sur table, où on fait d'abord le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme, ça c'est embêtant, ça c'est un peu embêtant, ça demande du calcul tout pour rien. Donc est-ce qu'on pourrait pas simplifier ça? Alors bon, chaque chose en son temps. Donc tout d'abord, pour calculer la raison. Donc en fait on peut voir que la raison elle est dans cette formule, donc c'est un plus 1 est égal à un plus r. Donc
concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que on est au rang n. Si on veut déterminer la valeur de la suite, du terme qui vient après, il faut ajouter au terme auquel on est R. Et donc du coup, si on veut trouver R, il nous suffit juste de faire un plus 1, le n plus 1 en indice, moins u indice n. Et est-ce qu'on a deux termes, sachant qu'il y en a un qui est juste après l'autre? Eh bien oui, on a A1 et A2. Si on pose, je sais pas, si on dit, alors j'ai pas envie de dire n parce qu'on a un autre n ici, vous voyez, mais du coup on est bien dans le cas en fait où on a deux termes qui nous permettent de déterminer ça. Et ça, pourquoi c'est vrai, pourquoi ça va nous donner la bonne raison? Une suite, peu importe les deux termes qu'on prend, si on prend deux termes consécutifs et qu'on les soustrait, sachant qu'on prend le terme, comment dire, j'ai pas envie de dire le terme le plus grand parce que c'est pas forcément le cas. Il n'y a pas forcément dans une suite, les termes ne deviennent pas de plus en plus grands. Mais si on prend n'importe quel terme et qu'on les soustrait, si on prend par exemple, vous voyez, le 9 et le 7, si on fait 9 moins 7, on va trouver la même raison que si enfin le même résultat, le même réel, que si on fait 5 moins 3. Parce qu'à chaque fois, on ajoute toujours la même raison, on ajoute toujours la même constante. Donc du coup, ça sera vrai, peu importe les deux termes qu'on a. Et donc du coup, là, on en a deux. Donc déjà, ça, on sait comment faire. On sait du coup qu'il va juste falloir, en fait, faire A2 moins A1. Ok. Et ensuite, on a une autre petite formule, en fait, qui est juste ici, qui nous permet, en fait, de calculer en fait notre nème terme. Et ça c'est bien parce que c'est exactement ce qu'on veut. Donc on prend du coup le terme UP plus n-p fois r. Bon, ok, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, ça vient à la base de ceci, c'est qu'en gros, ce qu'on fait, c'est que pour calculer notre nème terme, on prend le premier terme plus le n fois r, donc ce qui est assez évident en fait quand on y pense, parce qu'on va arriver au nème terme et on sait qu'à chaque fois, à chaque nouveau terme, on ajoute r plus le précédent. Donc du coup en fait on va s'aider de cette formule. Alors là la petite subtilité, s'il faut faire attention, c'est que nous on commence à l'indice 1 et pas à l'indice 0, donc cette formule n'est pas valide, on va plutôt utiliser celle-là. Bon, celle-là et celle-là en réalité c'est la même chose parce que quand on y pense, UP c'est U indice P c'est U indice 0 et N-P c'est N-0 facteur R, mais P c'est 0 donc ça fait juste N-0 facteur R, donc N fois R. Voilà, donc du coup en fait on va avoir besoin de 7 formule et de cette formule, et comme ça au moins on aura juste à faire deux calculs grosso modo. Le premier qui va nous déterminer la raison et ensuite calculer notre nème terme et c'est tout. Donc du coup on fait def n terme, ensuite on met en paramètre 1, A2 et n, très bien. Alors ensuite du coup la raison, donc on va dire R et on va faire A2 moins 1. Souvenez-vous, UN plus 1 est égal à UN plus R. Donc là, si on veut reprendre exactement nos termes, ça ferait ici le N plus 1 c'est A2 qui est égal à A1 plus R. Voilà. Donc du coup, c'est une équation, voilà, une formule comme on a de base, où on peut dire une équation avec notre inconnu c'est R. Donc du coup, pour avoir R, on isole R. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on passe ce UN de l'autre côté. Voilà, donc du coup, on a R est égal à A2 moins A1. Donc là, on a notre raison. Et ensuite, ce qu'il nous faut juste, c'est calculer du coup le nème terme. Et pour cela, on va se baser sur cette formule. Donc on va prendre le premier terme. Alors, donc on va faire A1 plus N. Donc N, c'est notre paramètre, fois R. Voilà. Alors, je pourrais, oui aussi, je pourrais faire comme ceci, mettre le nème terme dans une variable, mais autant le return directement. Vous voyez, je peux directement faire ça, parce qu'il faut renvoyer le nème terme. Et je pourrais même aller plus loin, je pourrais même d'ailleurs faire ça. A2
moins A1. Ça revient exactement à la même chose en fait. Voilà, donc ça c'est à vous de voir. C'est si vous voulez vraiment simplifier les détails. Ça, faut faire un petit peu attention quand on veut essayer de réduire le nombre de lignes de code. C'est parce qu'on risque un peu de se tromper. Si vous êtes débutant, mieux vaut vraiment tout poser. Faire d'abord une variable qui stocke A2 moins A1. Ensuite, pourquoi pas une autre variable qui fait A1 plus N fois R. Et ensuite, vous return AN. On renvoie le nème terme. On l'affiche pas, on le renvoie directement. Ok, donc du coup, maintenant c'est l'heure du test, donc je vais me connecter en même temps que je prépare la fonction. Donc du coup, A1, A2, on va tester avec ça, on va faire 2, 3, et on va mettre n est égal à 4, ok. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, oui, voilà, c'est pour ça que j'avais dit, il faut faire toujours gaffe quand on veut tout mettre sur une même ligne, donc ouais, faut pas mettre une égalité comme ça, il faut directement envoyer l'opération. Alors là, on trouve 6. Du coup, qu'est-ce qui m'a fait de différent? Ah oui, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de prendre en compte le N0, vous voyez, ici. On commence à l'indice 1. Donc du coup, il faut soustraire, il faut mettre moins 1. J'avais oublié ce petit terme. Voilà, et là c'est bien 5. Ok, j'avais juste oublié de faire attention à ça. Donc c'est marqué ici dans la formule. Donc ça c'est très important parce que là sinon ça veut dire qu'on commence en fait à l'indice 0, ce qui n'est pas le cas, ce qui provoque du coup un décalage. Voilà donc du coup le petit problème en fait qu'il fallait résoudre. Donc on peut même carrément le résoudre sur une seule ligne comme vous pouvez voir. Alors là c'est vrai que ça peut être un peu délicat si vous êtes débutant. Donc ce n'est pas grave, au pire ce que vous pouvez faire c'est voilà, c'est comme j'ai dit, vous posez toutes les opérations. Donc vous faites A2 moins A1. Et ensuite, vous faites AN est égal à A1 plus N moins 1 facteur de R. Voilà. Et ensuite, ce que vous faites, c'est que vous renvoyez AN, comme ceci. Et vous pouvez voir que ça ne change absolument pas. Ça reste exactement la même chose. Voilà. Donc du coup, on en a terminé avec ce problème. Donc du coup, on peut passer maintenant au suivant. Ok, donc maintenant, on est parti pour ce nouveau problème. Donc ce nouveau problème, c'est count squares ou compter les carrés les carrés parfaits en fait. Donc c'est un problème qui vient à nouveau de Geeks for Geeks. Donc du coup, on a un entier n, on doit donner tous les carrés parfaits inférieurs à n. Donc les carrés parfaits, c'est le carré d'un entier. Voilà, pour faire simple, ok. Et on doit donner du coup tous les carrés qui sont tous les carrés parfaits inférieurs à du coup à l'entier n qu'on a. Donc on fait juste une fonction carré parf qui prend l'entier n en paramètre et affiche tous les carrés parfaits inférieurs à n. Ok, donc du coup qu'est-ce qu'il faut savoir sur ça? Donc on va du coup en fait vérifier que nos carrés parfaits soient inférieur strictement à notre entier. Donc on va du coup devoir faire des comparaisons et on se doute, étant donné que c'est un carré, que intuitivement les nombres qui sont plus grands que n vont être leurs carrés vont être plus grands. C'est assez évident. En fait on est dans les réels positifs, ok, enfin même les entiers naturels. Donc du coup si on prend par exemple 9, on se doute que si 9 est plus grand, son carré va être plus grand. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va itérer en fait de 1 jusqu'à notre entier et on va vérifier si il existe un carré en fait qui d'un de ces entiers en fait qu'on a itéré, où son carré est inférieur en fait à notre nombre n. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire def carré, j'ai mis 3R, faut pas abuser non plus, df carré parf, on va mettre un n. Ok, ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire for i in range 1 n. Ok, on va pas commencer à 0, parce que, bon, le carré d'un 0, enfin, est-ce qu'on peut faire le carré d'un 0 déjà? Je sais même pas si c'est tout à fait possible, enfin si c'est tout à fait vrai en maths, bon bref, on s'en fout. Donc du coup, en fait, juste ce qu'on va faire, c'est que si on a i au carré, donc si on a le carré de ce nombre qui est toujours inférieur à n, bah, du coup on va afficher ce carré parfait. Voilà, print 1. Enfin i au carré. Donc il y a plusieurs manières de faire le carré. Une bonne manière en fait, c'est de prendre en fait, c'est de faire 2 étoiles. Donc la première, une étoile, c'est le symbole pour montrer qu'on multiplie, et ça c'est l'exposant en fait. Voilà, avec 2 étoiles. Ok, donc du coup on va pouvoir commencer, donc carré parf, et on va tester avec 9, on avait pris 9 déjà dans l'exemple de Geeks for Geeks, donc il y a 1 et 4, voilà, donc ça c'est les carrés parfaits.
Donc c'est pas les nombres en fait où leur carré parfait est inférieur à n, hein, parce que 4 au carré ça fait 16, hein, c'est largement supérieur à n. Après on peut essayer, on peut faire 29 par exemple, vous voyez. Hop, là il va y en avoir un petit peu plus. Ok, après on peut prendre un nombre, voilà, comme ça, au hasard. J'ai tapé un petit peu sur mon clavier. Ah oui, bon, là il y en a un peu plus, ça devient tout de suite un peu plus vénère. Bon, ok, voilà, donc là à nouveau aussi on a un problème qui n'était pas non plus super compliqué, donc là aussi c'était à nouveau un petit peu des maths en fait, et jouer du coup avec quelques petites propriétés de maths, et on utilisait surtout en fait les boucles itératives et les comparaisons. Ok, donc pour ce troisième problème on passe du coup à un truc qui est sur en fait les nombres romains. Donc je me suis juste un petit peu trompé sur l'énoncé, le convertir en entier, voilà. Donc on a un nombre romain donné, le convertir en entier. Donc le problème vient de LeetCode. Donc LeetCode c'est une plateforme en fait où il y a plein de problèmes d'informatique. Alors ouais, je sais, j'ai déjà fait la solution, donc ne la regardez pas trop pour éviter de vous spoiler, mais surtout de peut-être vous affoler aussi, parce que des fois ça peut paraître un peu spécial. Donc du coup là ça donne vraiment toutes les explications en fait qu'il faut pour respecter. Donc on va les voir rapidement. Donc les nombres romains sont représentés par 7 symboles différents, le 1, le 5, le 10, le L, le C, le D. Enfin 1, V, X, L, C, D et M. Donc voilà, à chaque fois il y a leur valeur. Donc le 1, le I, ça représente 1, c'est la valeur de 1, ça c'est 5, ça c'est 10, ça c'est 50, ça c'est 100, ça c'est 500 et ça c'est 1000. Ok, et avec ça du coup on peut écrire tous leurs chiffres. Ok, donc du coup par exemple 2, ça va être écrit en 2, bon voilà, je pense que c'est assez simple. Si en plus vous connaissez Star Wars, voilà, vous savez un petit peu du coup comment ça fonctionne, hein. Il y a le 4, le 5, tout ça, et il y a des, comment dire, j'allais dire des exceptions, mais il y a des principes à respecter, par exemple pour dire est-ce que là ils les mettent, voilà, par exemple pour le nombre 4, c'est le 1 qui est placé avant le 5. En fait, et ça du coup faut s'imaginer qu'en fait la justification c'est 5 moins 1. Ok, et il y en a d'autres trucs, par exemple dans le 9 c'est un 1 et c'est un I et un X, voilà, et il y a plein d'autres trucs comme ça. X donc peut-être placé avant le L, donc 10 avant 50, ça fait 50 moins 10, donc ce qui fait 40, et ça peut être placé avant 100 qui va donner du coup 90. Ok, donc là on a des exemples et voilà ce que ça donne au renvoyé du coup. Et des fois, il y a des petites justifications. Par exemple, ici, donc L c'est 50, V c'est 5. Là, et ensuite, il y a 3 I, enfin 3 barres, 3 traits, je sais pas trop comment on dit. Et donc, ça nous donne 3. Là, il y a une petite explication aussi, parce que par exemple, vous voyez, il y a M 1000, CM c'est 900, parce qu'il y a le M de 1000, mais avant, il y a un C qui vaut 100, donc on fait 100, on fait 1000 moins 100, pardon. Là, on fait 10 moins 100, et là, on fait 5 moins 4. Ok, donc du coup, les contraintes, c'est la longueur en fait de notre chaîne de caractères, elle est forcément de longueur comprise entre 1 égal à 1 et supérieur ou égal à 1 et inférieur ou égal à 15. Ça contient forcément ces caractères, et c'est vraiment garanti que soit un nombre romain en fait dans l'intervalle 1 3999. Ok, donc du coup en fait le truc qui est un petit peu délicat, c'est ces nombres en fait, parce qu'en fait on peut pas juste additionner, vous voyez, comme si on dit ok, donc là on a un L, bon du coup si c'est un L, hop c'est 50, si c'est un 5, ok c'est 5, sachant qu'on avait aussi cet ordre là. Donc du coup c'est un petit peu plus délicat. Du coup il faut prendre en compte en fait ces exceptions. Donc du coup moi ce que j'ai pensé faire en fait c'est faire 2 dictionnaires. Le premier dictionnaire en fait c'est on va associer à chaque symbole leur valeur, et on va en faire un deuxième en fait qui va nous permettre d'avoir toutes les exceptions. Ok, et donc ça va être du coup assez intéressant, et ensuite donc ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre i est égal à 0 et num est égal à 0. Donc i ça va nous servir en fait pour les index, et num ça va être pour notre nombre. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'assurer déjà que i plus 1 est inférieur ou égal à la longueur de la chaîne. On va revenir après. Donc ce qu'on va faire c'est que tout d'abord on va regarder si on a en fait
un de ces symboles ici dans notre chaîne de caractères. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du slicing. Donc comment ça fonctionne le slicing? C'est on va prendre en gros une partie de notre chaîne de caractères. Je sais pas trop si on peut dire on fait du slicing dans ce cas-là. Bah, non, peut-être pas dire ça comme ça. Mais en gros là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bout de notre chaîne de caractères. Donc on va commencer à l'indice i et on va aller jusqu'à l'indice i plus 2 exclu. Donc en gros, on va prendre l'indice i et le caractère indice i et le caractère indice i plus 1. Ok. Donc je vais vous faire un exemple avec ça. Donc on va faire test par exemple et on va faire bonjour. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que on va dire que i. Ouais, attendez, je nommais i. Hop. I c'est 2. Voilà. Et on va faire i. Ok. I plus 2. NJ, ok, donc I, ça commence, c'est l'indice 2. Donc on va regarder, donc B, c'est à l'indice 0, O, c'est à l'indice 1, N, c'est à l'indice 2. Donc N, c'est bon. Ensuite, J, c'est à l'indice I plus 1, et O, c'est à l'indice I plus 2. Il n'y en a que J, parce que le I plus 2, en fait, enfin, l'indice qu'on met est exclu, en fait. La fin, c'est exclu. Donc du coup on a bien NJ, vous voyez, et donc on récupère bien 2 valeurs. Et du coup bah, ça c'est intéressant parce que du coup nous ce qu'on veut c'est en fait voir si on a en fait du coup une de ces propriétés qui nous sont rappelées ici, vous voyez. Et donc du coup bah, si on a comment dire, si on a ces symboles écrits placés de cette manière, donc du coup ça va être du coup une nouvelle valeur, enfin une valeur par rapport à ces nouveaux symboles. Ok, donc du coup si on a ça, donc si on a du coup deux chaînes de caractères, enfin notre nouvelle chaîne de caractères là qu'on regarde en fait, on regarde juste une partie, si du coup ça correspond en fait à un de ces symboles ici, bah du coup à notre nombre on va ajouter ceci. Donc on va ajouter en fait la valeur qui est associée du coup à la clé. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire i plus 2 parce que du coup, étant donné que on a comparé, on a regardé la valeur, le caractère à l'indice i et à l'indice i plus 1, on va pas le regarder ensuite à nouveau le caractère à l'indice i plus 1 vu qu'on l'a déjà regardé et on sait ce qu'il vaut. Donc il faut en quelque sorte l'oublier, donc il faut passer à l'indice i plus 2. Sinon si on n'a pas ça, et bah du coup ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va ajouter du coup le caractère, enfin la valeur correspondant au caractère qu'on a à l'indice i. Voilà. Et sinon si on n'a pas ça, donc si on a une longueur, vous voyez, donc c'est pour ça que j'avais mis une longueur i plus 1, que je voulais m'assurer que la longueur était i plus 1 est inférieure à la longueur de la chaîne de caractères moins 1, parce que sinon on a un index out of range. Donc l'ns-1 c'est parce que on a notre chaîne de caractères, l'index maximal c'est sa longueur moins 1 vu que l'indice commence à 0. Ok, donc du coup là on a une petite comparaison, et si on n'a pas i plus 1 qui est inférieur ou égal à len s-1, donc ça veut dire que en fait on arrive à la fin, bah, il nous suffit juste d'ajouter attendez, i plus 1, si i plus 1 est supérieur ou égal à 1 est inférieur ou égal à l'ns-1, oui c'est qu'on est vers la fin. Et donc du coup sinon bah, on ajoute juste en fait la chaîne de caractères à l'indice i. I en lui-même ne peut pas être supérieur à l'ns-1, à la longueur de la chaîne de caractères moins 1, parce qu'en fait on a l'itération ici qui nous arrête en fait automatiquement pour éviter les index out of range. Et donc du coup quand on teste il n'y a pas de problème, ça fonctionne bien. Donc du coup si vous voulez on va faire quelques petits tests. Hop, donc je vais prendre ceci. Donc là le problème en fait c'est à peu près le même. Vous voyez, donc j'avais fait une fonction comme ça. Alors je sais pas si l'indentation est bien bonne, parce que des fois sur Colab ça fout un peu le bordel. Alors ouais, donc j'ai des prints, ça arrive, les prints que j'en mette souvent, c'est pas une mauvaise habitude, c'est bien pour débugger, pour savoir un peu ce que fait votre programme quand vous avez du mal à suivre.
Voilà, et donc là ça nous renvoie bien 1994. Donc du coup en fait ce qui était un petit peu compliqué, ouais, c'est alors déjà la boucle while, de s'imaginer qu'il faut faire une boucle while. Pourquoi pas une boucle for, comme certains pourraient dire, tout simplement parce qu'en fait notre index risque de varier par moment. Vous voyez, comme j'ai dit, si on se rend compte que dans notre chaîne de caractères on a un placement, comment dire, ouais, dans ce nombre, on a, vous voyez, un de ces cas de figure, et bah, il faut le prendre en compte. Et le truc, c'est que si une fois qu'on a vérifié, vous voyez, qu'on a vu qu'il y avait par exemple, je sais pas, le 4, bah du coup, faut qu'on se décale différemment en fait de d'habitude, et ça peut poser problème du coup si on a une boucle for, parce que le i en fait va être défini par rapport en fait à la boucle for elle-même, alors que là la boucle while, c'est nous en fait qui faisons varier la valeur de i. Ok. Ensuite, ce qu'il faut faire attention, c'est éviter les index out of range, donc éviter qu'on ait un indice qui ne soit pas possible en fait pour notre liste, qui soit hors de sa taille. Donc ça, déjà, faut le mettre dès le début pour avoir une condition d'arrêt déjà, et pour éviter aussi qu'on soit vraiment sur un cas où on ait un index en fait qui soit trop grand. Faut qu'on le vérifie aussi ici, parce que on récupère des chaînes de caractères. Donc oui, on récupère en fait i et i plus 1. Alors on ne met pas i plus 2 parce que i plus 2 ça ne va pas poser problème, parce que le i plus 2 est exclu, comme j'ai dit. Et c'est le i plus 1 en fait où là il va regarder, il va aller sur la chaîne de caractères, il va dire ok, donc là on a l'index i, et ensuite on va à l'index i plus 1, et hop on s'arrête à l'index i plus 1. Et donc si i plus 1 n'existe pas, bah ça pose problème. Si i plus 2 n'existe pas non plus, s'il n'existe pas i plus 2 mais i plus 1 existe, ce n'est pas grave, ça passe. Voilà. Donc ouais, on joue un petit peu avec la limite, mais ça passe. Ok, et donc du coup on ajoute cette valeur, et cette valeur, bah, vous voyez en fait ce sera du coup une des valeurs ici. Et comme j'ai dit, bah voilà, ça peut être 900, 400, 90, 40, 9 ou 4, voilà, une des exceptions. Et sinon, bah, si on n'a pas ça, en fait, si on n'a pas dans le dictionnaire 2, bah, on aura du coup automatiquement en fait la valeur en fait dans le premier dictionnaire. Ce sera une des valeurs qui est disponible dans le premier dictionnaire, et faut pas oublier du coup là de changer l'incrémentation. Là on passe à 1 parce qu'on a juste en fait repéré la valeur à l'index i, et pas l'index i et à l'index i plus 1. Donc du coup il faut qu'on regarde la valeur qui est à l'index i plus 1. Et sinon, bah, si on n'avait pas, voilà, si on avait i plus 1 qui n'était pas possible en fait, qui n'existe pas, parce que le i est trop grand, bah, du coup, il faut penser à un else, et donc du coup, on ajoute en fait juste la valeur en fait correspondante en fait au caractère à l'indice i. Ça ne peut pas être du coup une des valeurs ici, tout simplement parce que si i plus 1 est inférieur ou égal à... Enfin non, si i plus 1 est plus grand que len de s moins 1, c'est qu'on est en fait à la fin. Vous voyez, si par exemple notre chaîne de caractères elle a 3 de longueur, i du coup il vaut plus que 3, donc on va dire que i vaut 3, donc on arrive à la fin, donc 3 plus 1 ça fait 4, donc du coup ce sera en dehors, et donc du coup bah, notre i en fait c'est bien la toute fin. Voilà, donc il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Voilà, donc ça c'est un problème un peu plus délicat, comme vous avez pu voir. C'est à retravailler. Faut essayer de bien comprendre tout ce qui est indiqué en fait ici. Je crois qu'il y a des indices. Ouais, des indices. Moi, je n'ai pas regardé. Moi, je l'ai testé. Est-ce qu'on peut voir la submission? Ouais, voilà, on peut la voir. Je l'ai envoyé du coup à ce moment-là, un peu avant 7h du mat, parce que c'est à ce moment-là que je code. Bref, ça c'est un autre sujet ça. Et donc du coup voilà, c'est tout ce que j'avais du coup à vous dire pour ces 3 problèmes. Donc 3 petits problèmes. Ah ouais, là j'étais allé un peu fort, bon c'est pas grave. Donc 3 problèmes du coup qui sont assez intéressants, donc qui sont de difficulté normalement un peu graduelle.
Et voilà. Donc du coup, j'en ferai d'autres à l'avenir. Je trouve ça intéressant à faire. C'est assez important pour pouvoir pratiquer son algorithmie et ses structures de données, parce que c'est vraiment à la base de tout. Même si vous faites d'autres choses en informatique, en fait, c'est vraiment eux qui sont importants, parce que bon, c'est vraiment en fait la base, réellement la base de tout. Et ça se base aussi sur la résolution de problèmes, en fait, de trouver des solutions, savoir en fait en soi coder. Pratiquement n'importe qui peut apprendre en fait les 10 mots de syntaxe qui existent, mais après ce qui est vraiment important, c'est de savoir comment apporter une solution à un problème, et savoir comment on va traduire du coup cette solution dans notre langage informatique. Le truc en réalité, si vous faites ça sur papier et que vous dites bon ok, il faut un dictionnaire, tout ça, au final vous vous rendez compte qu'après ça devient assez facile de coder ça, parce que vous savez déjà ce qu'il vous faut, vous connaissez les objets que vous allez utiliser, les variables et les boucles et les comparaisons, tout ça. Voilà. Après, c'est normal si vous avez un peu du mal, hein, ça arrive à tous, notamment quand on débute, mais c'est super important de travailler ça régulièrement, et c'est vraiment comme ça que vous allez vraiment vous améliorer, parce qu'après, une fois que vous savez bien gérer en fait les problèmes, et que vous savez trouver des algorithmes et des solutions, au final vous vous rendez compte que c'est la base de tout, quoi. Vous voulez faire un jeu vidéo, vous allez avoir des problèmes et il va falloir trouver des solutions et des algorithmes pour ça. Vous voulez faire du machine learning, il va falloir pareil trouver des algorithmes et des solutions pour ça. Bon, des fois il faut d'autres compétences, comme par exemple dans la data science, il faut savoir analyser les données, avoir un sens pour trouver quelles données sont importantes, mais on se rend compte que après, surtout au niveau, on va dire, informatique, programmation, ça va être vraiment de savoir implémenter du coup nos solutions, et trouver des solutions qui sont bonnes et les plus optimales. Bon, là je ne dis pas que les solutions ici sont les plus optimales, je ne pense pas, mais ça reste en fait des solutions. Après, pour optimiser nos solutions, ça se voit en second temps. La première étape, c'est de savoir réussir déjà à trouver une solution. Pas forcément la meilleure, mais de savoir trouver une solution, et ensuite on voit comment améliorer ça, et vous inquiétez pas, on le fera dans de prochaines vidéos. Ok, donc je retiens pas plus longtemps, portez-vous bien, et à une prochaine, salut.